Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Lorsqu'on ne parle pas la langue du pays où l'on vit, on n'existe qu'à moitié. Comment s'intégrer si on ne peut pas communiquer ses sentiments, échanger en profondeur ? Ça paraît une évidence, et pourtant, l'importance d'un enseignement de la langue aux personnes migrantes dès leur arrivée et de manière adaptée n'est pas souvent évoquée. Pour ce Sur le fil, je vous propose un détour par l'Islande, un pays où la population étrangère a énormément augmenté et où des programmes sont mis en place directement sur le lieu de travail des migrants pour les aider à s'intégrer plus vite. Cette solution gagne du terrain ailleurs en Europe. Elle est également préconisée en France où la question du niveau de langue des immigrés récemment installés a été posée. Pour en parler, j'ai invité deux experts, Anna Catan, doctorante en sciences de l'éducation, et Thomas Liebig, spécialiste des questions de migration et d'intégration à l'OCDE, avec sur le terrain Jonathan Klein. Sur le fil. Bienvenue au Parlement islandais. Ces rires ne sont pas ceux d'élus, mais d'un groupe de femmes de ménage qui y travaillent, visiblement heureuses d'être ensemble pour une séance d'apprentissage de la langue. Actually, I would like to communicate with Icelandic people. En fait, j'aimerais communiquer avec des Islandais lorsqu'ils parlent dans ma famille, car nous sommes une famille islandaise. Et au travail, lorsque nous avons des réunions tout le temps, je ne pouvais pas comprendre. Kanyamon Juisi Kae est thaïlandaise, elle a épousé un Islandais et vit à Reykjavik depuis 6 ans. Mais dans ce pays où beaucoup parlent l'anglais, elle manquait encore de base en islandais. Comme Carolina Rivas, sa collègue colombienne. Les cours, impartis sur leur lieu de travail, changent tout. J'ai une famille, donc il m'est très difficile d'étudier après le travail. Alors c'est une bonne chose, surtout que l'apprentissage de cette langue demande beaucoup de temps. C'est très utile de pouvoir le faire au travail. Et ce genre de programme est nécessaire, car l'Islande, qui n'a que 400 000 habitants, est le pays de l'OCDE dont la population immigrée a le plus fortement augmenté, passant de 3% de sa population totale au début des années 2000 à 20% l'an dernier. Mais ces personnes migrantes, qui occupent en général des postes dans le secteur du tourisme ou dans des secteurs à faible rémunération, n'ont pas été assez accompagnées sur l'apprentissage de la langue. Donc l'Islande, c'est un cas très particulier. C'est un pays où l'immigration est très largement liée au marché du travail. Donc les gens, ils viennent notamment de Polonais, de gens de Lituanie, qui sont venus avec un emploi. Donc l'Islande, elle n'a pas forcément vu la nécessité pour eux d'apprendre l'islandais, eux non plus. Et leurs enfants, ils peinent dans l'école. Et ça freine aussi pour des emplois plus qualifiés. Thomas Liebig est administrateur en charge de la division des migrations internationales à l'OCDE, qui a publié un rapport sur le sujet. Et c'est devenu un sujet sociétal. Est-ce qu'un pays peut continuer à avoir une cohésion sociale si 1/5 de la population ne maîtrise pas la langue bien? Et donc, ils ont pris conscience, donc ils vont investir, je crois, très fortement dans ce domaine. La connaissance de la langue du pays d'accueil est le facteur clé de l'intégration. Si on demande les immigrés, ce qu'ils disent, c'est le plus important pour eux. Si on demande la société d'accueil, dans quasiment tous les pays européens, y compris la France, le facteur numéro 1, c'est que les immigrés maîtrisent la langue du pays d'accueil. Et donc en Islande, des cours sont aussi impartis sur les lieux de travail, comme au Parlement. Dans la chaîne de supermarchés Kronan, on a aussi mis en place des formations en ligne pour les employés étrangers qui représentent 1/4 des effectifs. Et on adapte les caisses en y ajoutant d'autres langues. Asta Berings est directrice des ressources humaines. Quel est notre principal problème ? Oui, ce serait la communication. Nous essayons de mettre plus de langues à la disposition des employés. Donc aujourd'hui, nous avons le portail de communication qui est disponible en islandais, en polonais, c'est à peu près 10% de notre personnel, et aussi en anglais. Mais l'an prochain, on le proposera dans plus de 30 langues. L'entreprise a aussi offert une appli personnalisable à ses employés pour qu'ils puissent apprendre la langue. Voilà, c'est ça qui se fait de plus en plus. Pour qu'ils puissent tout de suite pratiquer aussi ce qu'ils ont appris dans un contexte du quotidien. C'est plus coûteux,
mais c'est la manière la plus efficace d'apprendre la langue. Et dans le pays comme la Norvège, le Danemark, la Suède, ça se fait de plus en plus déjà dès les débuts. Et qu'en est-il en France ? D'abord, en France, il y a un premier problème à régler, qui est celui du débat sur le niveau général de langue demandé aux personnes migrantes. Les exigences linguistiques sont apparemment plus élevées dans d'autres pays qu'en France. Anna Catan est doctorante en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8 et a cofondé une structure de formation, Langue Plurielle. Et donc, la volonté affichée de la Direction générale des étrangers en France est plutôt de dire qu'il faut augmenter le niveau d'exigence. Donc, comme si là, l'apprentissage du français était un devoir et qu'il y avait en plus une obligation de résultat en France qui était apparemment déployée dans d'autres pays européens et pas assez en France. L'apprentissage est pris en charge par l'État pour les personnes non européennes, installées légalement depuis moins de 5 ans en France. Il fait partie d'un contrat d'intégration républicaine qui est obligatoire pour la délivrance d'un titre de séjour. Mais seul un niveau très élémentaire, A1, autrement dit le premier de 6 niveaux, est espéré et il n'est pas toujours atteint. La loi immigration, qui entrera en vigueur en 2026, veut imposer une obligation d'obtention d'un niveau A2. Une injustice, selon un collectif d'associations qui a récemment alerté dans une tribune de la baisse des moyens alloués à ces formations. En clair, ces associations craignent qu'on impose une obligation d'apprendre sans donner aux migrants les moyens d'atteindre le niveau requis. On va augmenter au A2 en mettant 100 heures de plus, mais 100 heures fondées sur on ne sait pas quoi. On a une vingtaine de pourcents de personnes qui n'ont pas été scolarisées antérieurement. Donc passer un diplôme, c'est vraiment c'est très très difficile. Donc l'État fait son cahier des charges et il demande à des opérateurs de faire des miracles en 600 heures d'apprendre à lire et à écrire à quelqu'un, de lui apprendre le français. Tout ça en payant une misère, de notre point de vue, les organismes de formation prestataires de ce service. Donc l'organisme lui-même paye une misère les formateurs et demande aussi à ces formateurs d'avoir 28 heures de face-à-face, des groupes de 30 personnes qui sont multiniveaux. Et donc faites l'impossible avec le moins possible d'argent. Selon un rapport récent publié sur ce sujet par le Sénat, le coût moyen pondéré de la formation linguistique et civique est de 7,40 € par heure. À cela, il faut ajouter que ces cours ne sont pas pris en charge pour les demandeurs d'asile en attente d'une réponse. C'est pour ça que les associations souhaitent que les cours soient possibles dès qu'ils sont sur le territoire et de manière générale, qu'on développe des formations qui peuvent être suivies pendant les heures de travail. Donc, une fois qu'ils ont leurs papiers, ils ont envie de travailler. Et le fait d'attendre ce moment-là pour apprendre le français, ça peut les bloquer. Alors, ça bloque beaucoup les femmes qui ont du mal à faire et travail et cours de français, élever une famille, être là, présente dans l'éducation des enfants. Parce que ce que propose l'État au moment du statut de réfugié en termes d'apprentissage du français, ce sont des cours, soit des cours en semaine, en journée, pour les personnes qui ne travaillent pas, soit des cours le samedi ou des cours du soir pour les personnes qui travaillent. Selon elle, ces dispositifs d'enseignement de la langue au travail existent déjà, mais sont parfois compliqués à mettre en œuvre. Tout salarié peut demander une formation linguistique sur son temps de travail. Effectivement, ça a toute sa pertinence. Donc, j'ai formé des femmes de ménage sur leur lieu de travail, des maçons, des travailleurs aussi dans des manœuvres sur les chantiers, sur leur temps de travail. Et ça se fait de plus en plus. C'est extrêmement motivant. C'est génial, c'est un vrai droit, il faut le développer absolument. Ce qui est difficile, c'est que maintenant, une association qui veut travailler doit trouver les subventions. Donc c'est plein de contraintes. Il faut que les associations aient assez de fonds propres pour pouvoir avancer la trésorerie. En France, plus de 120 000 personnes ont suivi des cours dans le cadre de contrats d'intégration républicaine en 2023. Et sur ces contrats, l'État a dépensé près de 117 millions d'euros, avec des résultats parfois décevants, puisque seulement 68% des personnes concernées ont atteint le niveau A1, selon le rapport du Sénat. La question financière reste clé, selon Thomas Liebig. On voit très clairement les pays qui font le mieux sont ceux qui investissent le plus. Des pays comme l'Allemagne, ils dépensent plus qu'1 milliard d'euros par an dans l'apprentissage de la langue des immigrés. Donc c'est des chiffres assez conséquents qu'ils investissent parce qu'on voit ça comme un bien public.
tout le monde en profite. C'est pas uniquement les immigrés qui en profitent, mais aussi la société d'accueil a un intérêt que les gens ils apprennent. Bien sûr, les immigrés ils bénéficient eux-mêmes parce qu'ils peuvent mieux trouver un meilleur emploi, mieux se débrouiller, mais la société d'accueil aussi. Sur le fil revient lundi. Je suis Michaela Cancela-Kiefer et je vous dis merci infiniment de nous avoir écoutés. Avant de partir, restez encore une seconde. J'ai un message pour vous. Nous aimerions savoir quels événements vous ont le plus marqué cette année, quels épisodes de Sur le fil, quelles ont été les meilleures et les pires nouvelles de 2024 selon vous, et qu'est-ce que vous espérez bien sûr pour 2025. Laissez-nous un message sur WhatsApp, le numéro est dans la description. Nous aimerions faire un épisode spécial avec vous. À très bientôt.